Bienvenue sur mon podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, j'accompagne les mères à se remettre au centre de leur vie et à prendre conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, bien souvent un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je souhaite sincèrement que les mères osent s'affirmer, prendre la place centrale qui leur revient dans la société parce qu'elles ont tant à apporter. C'est bien grâce aux mères que le monde existe aujourd'hui. Les épisodes de Limerté sont toujours sans filtre, sans tabou et authentiques. Bienvenue dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue sur ce 46e épisode de Limerté. C'est le premier épisode de la saison 2 et aujourd'hui je suis avec Émilie. On va parler de thérapie féministe et de maternité et j'ai 1000 questions à poser à Émilie. Salut Émilie. Salut Clémentine, et puis merci de me réinviter dans ton podcast parce que ça fait très égocentrique de dire ça, mais j'adore être dans les podcasts, donc je suis hyper ravie d'être là. Ah bah, je suis ravie aussi de t'avoir et je pense que c'est justement c'est bien d'avoir des gens qui aiment parler dans les podcasts parce que ça fait du contenu, donc c'est très bien. Égocentrique, c'est bien. Effectivement, Émilie est déjà venue dans la saison 1. C'était l'épisode 35 pour parler du choix de l'enfant unique. Mais aujourd'hui, Émilie est là avec sa casquette de thérapeute féministe, comme je disais. Et avant, enfin, ça va, on va rentrer direct dans le sujet, mais ma première question, Émilie, c'est quoi le féminisme pour les gens qui nous écoutent? Waouh! Vous avez combien d'heures? Bon, pour moi, le féminisme, si on va assez rapidement, c'est vouloir l'égalité des personnes, en fait, quel que soit leur sexe, leur genre, mais en fait d'un point de vue beaucoup plus général, parce que moi, la manière dont je vis et je vis le féminisme, c'est vraiment un féminisme qu'on va appeler intersectionnel, donc c'est-à-dire une convergence des luttes contre toutes les formes d'oppression, donc aussi le racisme, ce qu'on appelle le validisme, c'est-à-dire prendre en compte la personne qui est valide et ne pas et être voilà dans l'oppression des personnes avec des handicaps ou des spécificités, mais aussi tout ce qui va être tout ce qui va être transphobie, homophobie, etc., etc., quoi. Donc c'est vraiment vouloir l'égalité de toutes les personnes, peu importe qui elles sont et de leur spécificité. Et ça s'appelle féminisme parce que le mouvement est parti de l'égalité Homme-femme, je ouais. pense. Et que maintenant Ouais. il s'étend. C'est la lutte contre le sexisme, en fait. Ouais, ok. Quand je t'ai rencontré il y a quelques temps, tu t'es présentée en tant que thérapeute féministe et ça m'a tilté parce que j'avais jamais entendu en fait. Et en t'entendant le dire, je me suis dit, mais bien sûr que oui, en fait, ça a du sens. Pourquoi t'as ajouté féministe à ton titre de thérapeute? Ça a été un processus déjà de me dire que je pouvais le faire, parce qu'un peu comme toi, quand je me suis installée, lancée, etc., j'avais été, enfin quand je dis comme toi, c'est qu'on est beaucoup dans nos formations, peu importe de quel type de formation on a, hein, qu'on soit psychologue, thérapeute, sophrologue, etc., etc. On nous forme à des techniques, on nous forme à des méthodes, on nous parle beaucoup quand même, même si ça change peut-être un peu maintenant dans les formations de neutralité. Et Mm. donc pendant longtemps, même si je l'étais, peut-être que je le cachais un peu parce que tu te dis, enfin je me suis dit, puisque je vais parler au jeu, qu'est-ce que vont penser les gens si je le dis? Est-ce qu'ils vont pas croire que je veux les convertir? Est-ce que ça va pas faire fuir des personnes? Et en fait, j'ai rencontré des personnes par les réseaux sociaux, hein, c'est quand même la magie d'Internet, qui se disaient thérapeutes féministes, qui expliquaient ce qu'elles faisaient. Et je me suis dit, oh, mais oui, c'est moi. Je ne Mhm. peux pas cacher c'est ce regard ou cette manière que j'ai de pratiquer parce que ça fait qui je suis, ça teinte mon accompagnement et ça me paraissait hyper important de le dire. Je crois aussi que j'avais une conversation hier soir avec une copine sur les valeurs et je lui disais, en fait, tes valeurs, tu les définis et après, peu importe le boulot que tu as, elles sont là. Et moi, tu vois, avant, je faisais de l'humanitaire, j'étais hyper engagée plus dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai les mêmes valeurs et je suis engagée, mais à travers mon travail de thérapeute et par le biais du féminisme. Mm. Ça me paraissait cohérent de le dire. Ouais. Et comment ça se traduit du coup dans un accompagnement que tu vas faire
En quoi, alors en plus, aujourd'hui, il y a plein de manières d'être thérapeute, Mhm. qui est plutôt chouette parce que chacun peut trouver ce qui lui correspond le plus. Mais comment, toi, ça se traduit, ce titre de féminisme, féministe, dans tes accompagnements? Bah, en fait, c'est déjà quand même le dire, c'est m'engager à avoir cet œil-là, ce regard-là. Et comme je te le disais au début, c'est féministe, mais c'est aussi toutes les autres formes d'oppression qu'on a pu citer juste avant, dans ma pratique de thérapie. Et donc, déjà, m'engager à être informé sur le sujet, Mm. à moi me déconstruire, à savoir de quoi on parle quand on parle de validisme, de transphobie, enfin de tout ce dont on parle, pour que quand j'ai quelqu'un en face qui me parle de tout ça, bah, elle n'a pas besoin de m'éduquer, en fait, la personne, parce que c'est Mm. fatigant d'éduquer les autres. Et puis aussi, savoir, enfin, en fait, avoir une thérapie située, donc déjà, moi, comme je te disais, me déconstruire, être consciente de qui je suis, de quels sont mes privilèges, et donc que ça change mon regard, ma façon de voir les choses, etc. Et donc pouvoir l'annoncer à la personne en face pour améliorer ce qu'on va appeler notre alliance, nos interactions, etc. Et moi, être aussi sûre que possible de pas reproduire des oppressions ou des discriminations dans les séances, en fait. Mm. Parce que finalement, c'est ce que je dis souvent à mes patientes ou patients qui viennent, c'est que quand ils rentrent dans mon cabinet, ils laissent pas la société à la porte. Ça serait bien, hein, des fois, ça serait C'est clair. reposant. Mais en fait, ils viennent avec tout ça, et moi aussi, de la même manière. Et donc, le but, c'est de le prendre en compte dans l'accompagnement. Donc, moi, en tant que thérapeute féministe, je connais, je comprends toutes ces oppressions, toutes ces discriminations, je les prends en compte dans la thérapie qu'on fait, nos séances, etc. Et ça passe aussi par ce qu'on appelle dans notre jargon une approche systémique. Donc, c'est vraiment la prise en compte du système. Et concrètement, ça va être, bah, par exemple, quand quelqu'un va me parler, je sais pas, d'une problématique, de quelque chose que la personne vit, l'écouter, être centré sur elle, mais pouvoir aussi dézoomer et Mm. lui dire, bah ouais, mais en fait, si vous fonctionnez comme ça ou si vous êtes là, bah c'est peut-être parce que on est dans une société patriarcale qui vous a appris à ça, ou on est dans une société capitaliste qui fait qu'il faut toujours faire plus, etc., et jamais être dans le repos. Et Mm. donc, quand même, dézoomer, prendre en compte le système sur nos fonctionnements et qui a quand même un côté, mais hyper déculpabilisant, quoi. Parce que quand on nous a répété, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça, mais qu'on se dit, ouais, c'est vrai, peut-être que je le suis, et moi aussi, j'ai tous ces travers-là, j'en ai, mais c'est pas que moi, quoi. C'est parce que j'ai été éduquée comme ça, c'est parce qu'en fait, la société m'a appris que pour être une bonne personne, il faut être, je sais n'importe quoi, performante. Mm. Et alors, si on fait des liens avec la maternité, il y en a 10 000. Mais donc, tu vois, c'est vraiment se dire, OK, dans mes séances, dans l'accompagnement, tout ça peut se rejouer. On en est conscient, on se le dit, parce que quand même, ça va mieux en se le disant. Et on le prend en compte, quoi. Ouais, c'est hyper parlant. J'ai pris conscience il y a pas très longtemps, juste après avoir un peu préparé cet épisode, que j'ai fait quelques années de thérapie avec deux thérapeutes différents, qui ont été pour moi très bien, mais j'ai pris conscience il y a pas longtemps que ces thérapeutes-là, enfin la deuxième en l'occurrence, j'étais allée la voir sur le sujet de la colère, parce que la colère est un sujet très présent dans ma vie, Ouais. et que j'en avais ras-le-bol de cette colère, je savais pas quoi en faire, enfin voilà. Et en fait, j'ai pris conscience il y a pas longtemps que oui, c'est bien que je travaille sur ma colère, que j'en fasse quelque chose et tout, mais qu'en fait, jamais en 2 ans de thérapie n'avait été abordé le sujet que peut-être que juste je suis en colère parce que je suis une femme dans une société patriarcale, quoi. Et ça, Mm. j'en ai pris conscience il y a vraiment, mais il y a, enfin, je te dis, il y a vraiment pas longtemps, je me suis dit, mais mon Dieu, comment on est passé à côté de ce truc-là, en fait? C'est Mm. peut-être pas juste de ma faute si je suis en colère, en Bah, fait. bien sûr. Et du coup, ça Comment, me... Moi, c'est... comment même ne pas être en colère quand on est une Oui. femme et qu'on vit dans cette société, Ouais, tu vois? c'est Et, clair. et je suis d'accord avec toi. Pareil, moi, en préparant, enfin, en réfléchissant un peu à l'épisode, j'ai pensé à une thérapeute que j'avais vue, qu'au début, j'avais trouvé super chouette. Et un des derniers rendez-vous qu'on a fait, elle m'a fait tout un discours sur quand même les femmes et les hommes, c'était compliqué, nous les féministes, parce que bah, ça rendait les relations hommes-femmes compliquées et nanani, nanana. Et là, je me suis dit, ok, bah Oups. moi, je peux pas continuer avec une personne comme ça. Elle a le droit de le croire. Mm. Mais moi, c'est pas ma vision des choses parce que, bah, tu vois, je te rejoins. Bah, je lui parlais de colère, de ma colère contre les hommes, etc. Et là, je me sentais un peu culpabilisée de genre, c'était un peu ma faute si j'étais en Ouais. colère et que ça rendait les relations hommes-femmes compliquées. Et oui, des fois, ça rend les relations avec mon mec compliquées parce que je suis vénère. Faut pas se mentir. Mais c'est pas ma faute, quoi. Ouais. Parce que vu le système dans lequel on est, comment ne pas être en colère? Ah, c'est clair. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui se... Enfin, beaucoup, qui se disent thérapeutes féministes? T'as l'impression que c'est un mouvement qui Je prend un peu pense que plus c'est de... un mouvement qui prend de l'ampleur quand même dans les...
j'allais dire jeune génération, ou tu vois, les nouvelles personnes qui s'installent, etc. Il y a une association là dont je fais partie qui s'appelle Les Alliés, Ok. qui est toute récente, qui se monte de thérapeutes féministes. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent plus à Paris pour l'instant, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de trucs à Lyon, Mm. où justement on signe une charte. Alors, moi, je peux pas dire qu'on est des thérapeutes safe, parce qu'en fait, dire que t'es safe, tu peux jamais être sûr que tu vas être sécure pour la personne. T'essayes juste de l'être le plus possible. Ouais. Mais voilà, quand même, avec des listes de thérapeutes, des choses qui se font, etc. Donc, je pense que c'est un mouvement qui prend de l'ampleur. En tout cas, sur les réseaux, je le vois. Ouais. Par contre, autour de moi, tu vois, dans mes collègues qui sont thérapeutes, sophrologues, etc., moi, je me sens assez seule quand même, quoi. Je trouve qu'il y en a pas, il y en a pas des tonnes. Mm. Ouais. Ouais, ok. Ok. Comment, tout à l'heure, tu parlais de... Tu as abordé vite fait le sujet de la maternité, on va y revenir. Comment tu vois, toi, l'articulation justement entre le féminisme et la maternité? Il y a eu beaucoup, j'ai l'impression, il y a quelques temps, là, un peu la guéguerre, entre guillemets, de si t'es féministe, tu peux pas être mère parce que Mm. avoir des enfants, c'est l'inverse de la liberté, etc. Comment toi, tu vois ça de ton point de vue de thérapeute? Alors moi, de ce que je connais du mouvement féministe, en effet, les plus anciennes, entre guillemets, féministes, je crois qu'elles étaient plus dans cette mouvance de, en effet, maternité égale esclavagisme, ce Ouais. qui parfois n'est pas complètement faux, hein, on va pas se mentir. Et dans les nouvelles mouvances féministes, on est plus en train de se dire, bah non, en fait, c'est pas vraiment vrai, ou en tout cas, nous, on n'a pas envie de le vivre comme ça, puis on n'a pas envie de s'empêcher d'être mère parce qu'on est féministe. Ouais. Maintenant, je vois quand même beaucoup de femmes qui deviennent plus féministes après être devenues mères, parce que je pense elles vivaient déjà des discriminations, mais c'était moins peut-être important ou moins impactant pour elles. Et je crois quand même qu'avec la maternité, la plupart du temps, la société n'étant pas du tout faite pour les enfants, pour les mères, etc., on se prend, excuse-moi du terme, mais en pleine gueule les discriminations. Et donc, il y a quand même ce côté où on s'en rend compte et donc peut-être plus de féminisme qui naît parce que, bah, comme on est dans cette société patriarcale qui déjà met la femme au centre dans la maternité, qu'elle doit tout gérer, qu'elle n'a pas d'aide, la charge mentale qui augmente fois je sais pas combien, c'est Mm. Anna Roy qui disait que il me semble que c'est 8 heures par jour en plus de tâches logistiques, domestiques et compagnie quand tu as un enfant. Donc quand c'est la femme qui se prend 8 heures en plus, comment tu veux survivre, quoi? C'est clair. Et comment, du coup, encore une fois, ne pas être en colère de c'est moi qui gère la plupart des choses et mon mec ne fait rien. Et quand il fait un truc, il est porté au nu et Ouais, c'est un père génial, tu il faut vois. un diplôme. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est clair. Ah, c'est intéressant, ce serait intéressant d'avoir enfin, tu sais, un petit sondage de est-ce que vous vous sentiez féministe avant d'être mère et est-ce Mm. qu'aujourd'hui que vous êtes mère, vous vous sentez féministe de voir un peu Ouais. l'évolution. Il n'y a pas, je pense, que la maternité, parce qu'il y a aussi avec l'âge, les discussions qui changent, le rapport au travail qui change et tout, je Mm. suppose. Mais ça, c'est vrai que je le vois moi aussi dans les accompagnements que je fais des mamans. Souvent, c'est assez rare qu'on parle de féminisme en nommant le sujet. Mais par contre, revient super souvent la colère, la charge mentale, Mm. le sentiment d'injustice, en fait, d'être Mm. bloqué dans la troll et de pas pouvoir en sortir, quoi. Et puis, tu vois, ce que je vois aussi en tant que thérapeute, c'est la manière dont on est éduqué en tant que femme, qui a un énorme impact. Le côté sacrificiel, le côté care, où il faut prendre soin des enfants, de son mec, de ses amis, de ses collègues. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là auxquelles on est éduqué. Mm. euh, voilà, faut pas trop de dire ses besoins, faut avoir certaines émotions et pas d'autres. Enfin, toutes ces choses-là qui vont presque, entre guillemets, t'handicaper dans ta maternité parce qu'il y a des choses que tu vas pas oser faire. En plus de ça, aussi la manière dont on doit être mère, parce qu'il faut être comme ci, mais pas trop comme ça. Enfin, voilà, toutes les injonctions qui en plus sont complètement paradoxales, donc c'est impossible à tenir. Euh, Ajoute à ça la responsabilisation plus aujourd'hui des parents, où il faut être des parents parfaits, Ouais. etc., etc. Et surtout des mères, hein, parce que la pression, elle est sur les deux parents, mais pas se mentir, un peu plus sur les femmes quand même. Bah, ajoute tout ça, mais en fait, j'ai presque envie de dire, c'est l'autoroute du burn-out parental, quoi. Ouais. Ouais. Les femmes qui viennent te voir en thérapie, enfin les mères en l'occurrence, elles arrivent en général quand c'est, j'ai envie de dire presque trop tard, tu vois, déjà trop proche du burn-out, ou plutôt au début de l'autoroute, comme tu l'appelles. Alors, je sais pas si elles viennent quand c'est trop tard, mais elles viennent rarement au tout début. Ok. Enfin, moi, j'ai rarement, tu vois, des personnes avec des tout petits bébés, ou alors ça va être une ou deux séances comme ça. Parce qu'elles ont besoin, enfin, je pense qu'elles ont besoin déjà de se rendre compte, de sortir quand même de ces premiers mois où tu es complètement
entre guillemets, et c'est normal, enfin, centré sur le bébé, que t'es plus du tout centré sur tes besoins, etc. Donc je dirais qu'elles arrivent pas avant que le bébé, en général, ait 6 mois, voire un peu plus, quoi. Ok. Et Et comment? parfois c'est trop tard, parfois non, ça va encore, quoi. Ouais, Mais il y a des alertes à faire souvent, ouais. ouais, ouais. Et comment ça, ouais, comment du coup t'accompagnes ça sur une maman qui vient te voir pour plein de symptômes, on va dire, Ouais. que tu vas remettre en lien avec bah, son histoire à elle et la société dans laquelle on vit. Comment ça s'accompagne concrètement en thérapie pour apaiser, on va dire, Mm. la maman? Alors moi, ma manière de faire déjà, c'est justement de faire beaucoup de ce qu'on appelle psychoéducation. Donc tu vois, expliquer des fonctionnements, ça peut être à la fois du corps physiologique, mais aussi justement la manière dont on a été éduqué, au sacrifice, etc. Lui montrer, lui expliquer des choses type le masque à oxygène, là, dont on entend beaucoup parler de, bah, en fait, si tu veux sauver tes enfants quand il y a un avion qui va s'écraser, tu mets d'abord toi ton masque à oxygène pour pouvoir les aider. Parce que si tu le mets pas et que tu t'évanouis, tu ne pourras de toute façon pas les aider. Et tu vois, je vais faire des trucs, j'ai un tableau, je vais faire des dessins, je vais faire un truc concret avec genre, j'ai une carafe d'eau parce que j'offre de l'eau, moi, à mes patients toujours, voilà, quand elles arrivent, bah, je vais leur dire, vous voyez, si elle est remplie le matin, mais qu'en fait, vous mettez tout dans le verre des enfants, du conjoint, du travail, etc. À la fin, qu'est-ce qui vous reste vous? Enfin, plein de petits trucs comme ça pour essayer de planter des graines ou déjà faire avancer des choses. On va aussi regarder si, dans la manière dont elle a été éduquée, il y a Ouais. des croyances, tu vois, des injonctions de qu'est-ce que je pourrais. La dernière fois, là, j'ai une maman, c'était pour son deuxième enfant, c'était en gros, je dois être une mère parfaite et une mère parfaite, c'est être une mère sacrificielle. Hmm. Donc moi, j'ai des techniques concrètes pour un peu aller dézinguer des croyances limitantes. Voilà, on peut aller travailler plein de choses comme ça, Hmm. ensemble, quoi, pour essayer de faire avancer la personne. Ouais. Il y a un sujet, je trouve, dont, je vais dire, dont on parle pas beaucoup, peut-être juste que je vais pas encore plongé dedans, Euh, sur le rapport au corps Mm. après un accouchement notamment et dans les, voilà, dans les premiers mois, premières années de postpartum. Est-ce que, à ton sens, la thérapie peut aider par rapport à ça? Tu vois, j'y pense parce que je sais que j'ai déjà eu en accompagnement une maman qui était pas bien dans son corps, donc voilà, et qui savait intellectuellement que c'était normal, que son corps il avait fait un truc Mm. incroyable, que c'était enfin logique, elle avait accouché il y a quelques mois, enfin voilà. Mais c'était trop dur, quoi, de pas Mm. reconnaître son corps, d'avoir, comme elle dit, ses kilos en trop. Et tu sais, il y a vraiment ce truc où moi je me dis, ah, ça me serre le cœur, en fait, qu'on parle de kilos en trop, parce qu'en fait, elle a fait des trucs incroyables. D'un autre côté, comme toi, tu disais un peu au début, moi je me remets dans le contexte, j'ai la chance d'avoir un métabolisme qui fit les normes de la société. Donc c'est hyper facile pour moi aussi dans Mm. cette posture-là de le dire. Et du coup, je trouve que enfin, tu vois, c'est encore un sujet sur lequel tu peux redézoomer et te dire, attends, mais en fait, à quel moment Enfin, pourquoi tu as besoin que ton corps soit différent pour être bien dedans, quoi. Et parfois, il y a effectivement besoin, mais je trouve que c'est un sujet qui est tellement vaste et dont on n'en parle pas beaucoup, quoi. Ouais. C'est un vrai sujet. J'aurais pas de pourcentage, mais tu vois, j'ai presque envie de dire que 80 ou Ah 90% ouais. des patientes que j'accompagne, en général, hein, pas en Ouais, ouais. maternité, elles sont pas hyper à l'aise avec leur corps, en fait. Ouais. Donc, de toute façon, même sans parler postpartum, le problème, il est déjà là. Et pour moi, il est déjà immense, Mm. tu vois. Et il y a un énorme travail à faire là-dessus, mais c'est moi, des fois, j'ai l'impression d'être David contre Goliath. Tu vois, Goliath, c'est la société qui te dit, il faut être, en fait, c'est pour être une bonne personne, il faut être mince, quoi. Il Mm. faut être jeune aussi, parce qu'il faut pas trop vieillir quand t'es une femme. Et donc, tu vois, il faut avoir ce corps mince. Et en gros, si t'as pas ce corps mince, t'es un problème pour la société. Mm. Et c'est aussi parce qu'il y a des lobbies, des sociétés de régime, enfin, agroalimentaire et compagnie. Et c'est tellement ancré depuis des générations avec des personnes qui potentiellement ont eu des remarques par leurs parents, par leurs grands-parents, par la famille, par la société, que je trouve que ça, c'est un des sujets sur lequel moi, j'ai envie, entre guillemets, de travailler. J'essaye de discuter avec mes patientes, de faire évoluer le sujet, etc. Mais c'est dur. Ouais. Il y a un super livre de Zina, je vais sûrement écorcher le nom, je suis désolée, mais, bon, Mebkhut, je sais pas comment on le prononce, Mm. qui est sur Ouais. les réseaux, qui s'appelle Manger sans culpabiliser et qui parle vachement de ça. Ok. Donc, peut-être on pourra le mettre en Ouais, légende. je le mettrai Mais en. qui parle justement de tout ce rapport à la nourriture, ce rapport au corps, qui déconstruit énormément de choses, qui dit à quel point les régimes sont un vrai problème. Bref, je Mm. trouve que ce sujet-là dans la société est un vrai problème. Et après, évidemment,
c'est exacerbé peut-être après en postpartum, parce que là, pour le coup, il y a eu une vraie prise de poids bah, due à quelque chose de physiologique. On a fait un bébé, c'est normal. Et même pendant la grossesse, hein, des personnels qui sont très culpabilisants, qui vont demander combien la personne a pris de kilos, etc., etc., ce qui veut tout et rien dire en plus en fonction des métabolismes. Et bah voilà, la société qui nous dit, bon, t'as fait un bébé, c'est bien, mais faut redevenir comme t'étais avant, juste après, faut pas garder ses kilos, dans une période où la femme, elle est quand même assez vulnérable, où manger, bouger, c'est pas forcément hyper évident au début parce que t'as pas de temps. Ton Ouais. périnée, de toute façon, au début, il peut pas. Enfin, tu vois, t'as tout ce truc-là, quoi. Hmm. Plein de femmes à qui on dit même pas de faire de rééducation abdominale, elles font que la rééducation du périnée. Enfin, tu vois, tu connais mieux que moi ces sujets-là. Et, euh, et donc, bah ouais, forcément, elles se sentent pas bien. Mais en même temps, la société, c'est ce qu'elle leur renvoie, quoi. Ouais. Ah, c'est rude, hein. Et je trouve que ça se voit déjà. Tu sais, tu disais c'est ancré depuis très longtemps. Et moi, je trouve que ça se voit déjà chez les enfants, en fait. Ouais, C'est ah dur. ouais, c'est ouf. Ça, moi, ça, c'est pareil, encore un sujet, ce qui me rend ouf et qui me met en colère, quoi. Tu vois, c'est des Ouais. petites filles, je sais plus, il y a des sondages, je sais plus à partir de quel âge, 4 ou 6 ans, un truc comme ça. Donc, tu vois, c'est hyper tôt où elles commencent à se soucier de leur apparence, de leur kilo, de leur machin. T'es là, mais comment c'est possible, quoi? Ouais, c'est dur, hein. Ouais, et puis en fait, c'est partout, quoi. Hum. C'est partout. Et c'est vrai que moi qui ai deux filles, en plus, c'est un sujet Ah ouais. qui me trotte dans la tête parce que moi, plus jeune, j'ai eu ce truc de me dire je suis trop grosse, je suis trop machin, je suis trop truc. Et assez tôt, je trouve déjà, parce que j'étais ado. Mais du coup, là, je fais vraiment mais tellement attention à tout ce que je dis ou pas, Hum. justement, à mes filles en me disant on se détend, elles ont 2 et 4 ans et on va pas commencer à faire des trucs. Mais c'est. Enfin, on le voit partout, quoi, dans les commentaires à l'école ou dans les. Enfin, même dans les pubs que tu croises dans la rue ou dans. Enfin, ouais, c'est partout, quoi. Mais on est dans une société qui est grossophobe, clairement, tu vois. Et du coup, dès que t'es pas, comme tu disais, dans cette espèce de norme entre, je sais pas, un 36 et un 40, un truc Ouais. comme ça, et tu vois, tu disais, bah, moi, j'ai réussi à changer, mais même moi qui ai un corps, on va dire, entre guillemets, 38-40 dans, entre guillemets, la norme, des fois, je suis encore hyper malveillante avec moi. Je me dis, non, mais là, ça va pas, faut aller à la salle. Et après, je me dis, mais oh, tu peux pas te dire ça. Donc, tu vois, t'as beau connaître le sujet, t'as beau lire, enfin, j'ai beau connaître, lire et tout, c'est tellement ancré en nous. C'est comme si on nous avait injecté un espèce de poison, là, et c'est horrible. Et du coup, c'est long, je trouve, et c'est compliqué à déconstruire. Et Ouais. c'est même un sujet où des fois, j'ai l'impression que je sens mes patientes, je les saoule, quoi. Donc il faut y aller un peu doucement. En gros, ouais, t'es en train de me dire ça, mais en fait, comme la société me dit quand même complètement autre chose, t'es un peu, enfin, ça me saoule un peu ce que tu me dis, Ouais, quoi. ouais. Ah ouais, Je ouais, le je sens comprends. des Tu viens fois. secouer un peu les. Ouais, bah en même temps, tu viens secouer des croyances qui sont tellement ancrées. Ouais, C'est pas ouais, très stable non plus de les dégommer, quoi. Ce que tu dis que même toi, parfois, t'as un peu ce truc qui revient, ta petite voix à l'intérieur. Ça ouais. me fait vraiment penser à, tu sais, au principe de dissonance où moi, je l'ai assez, je vais pas dire souvent, mais un peu ce truc de tiraillement de dire il y a mes valeurs, ce que je crois profondément et tout, et puis ben la réalité des comportements que j'ai encore ou des pensées Ouais, et tout. Et je trouve que parfois, quand ça se percute, tu te dis, waouh, c'est chaud, il y a encore du boulot. ouais. Mais ce que je dis souvent à mes patientes, c'est qu'en fait, il y a une différence entre l'intégrer intellectuellement et mentalement et Mm. l'intégrer émotionnellement. Souvent, hein, les gens ils me disent oui, mais je le sais. On voit, il y a souvent, moi, je travaille par quelque chose qui s'appelle les parties de soi. Donc, tu as une partie qui rationalise, qui comprend, voilà, qui intellectuellement est là, mais l'autre partie qui est plus bah, liée à une partie qui a été blessée, qui a vécu peut-être, quand je dis traumatisme, c'est des traumatismes, des blessures, quoi, dans le sens Mm. très large bah elle l'a pas encore intégré, c'est pas encore libéré, donc ça revient. Et donc c'est ces deux trucs qui en effet se confrontent tout le temps entre, mais oui, je le sais intellectuellement, mais arriver à me le dire et à le faire, c'est hyper difficile. Et Ouais. c'est là où on va travailler en thérapie sur l'émotionnel, sur le corps, sur toutes ces choses-là, quoi. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que je trouve que passer par le corps, c'est bon, ça, c'est ça qui, enfin, moi je trouve que ça change tout, quoi. C'est vrai que moi la Mm. deuxième thérapie que j'ai faite, je l'ai faite Ouais. avec l'alliance des deux et c'était vraiment beaucoup plus puissant que juste parler, qui est important de prendre conscience, mais comme tu dis, il y a l'intégration Mm. après C'est dans le corps. ça. Ouais. Comment aujourd'hui tu accompagnes donc en tant que thérapeute féministe, tu accompagnes que les femmes et les enfants? Alors en ce moment, j'ai un homme Ah, qui est venu à moi. ok, Euh, et bon, je l'ai vu que 2 fois encore, mais pour l'instant, c'est super chouette. Donc ok. en vrai, je suis pas genre anti-homme ou je ne veux pas ne pas accompagner les hommes. Je pense que par contre, bon, déjà, c'est plus les femmes qui vont quand même se faire accompagner que les hommes en général dans, voilà. Que comme moi, je suis thérapeute féministe,
Bah, alors je sais pas, je lui ai pas encore demandé s'il avait vu que j'étais thérapeute féministe ou pas Attends quand qu'il il a soit pris sûr de rendez-vous. rester. Mais j'imagine que voilà, pour certains hommes, peut-être voir ça, c'est un peu rédhibitoire et ils se disent ouais, si c'est pour que, en gros, elles m'engueulent ou elles veulent me convaincre ou j'en sais rien, peut-être ça le fait fuir. Mais lui, je pense que vraiment, je lui demanderais s'il avait vu ou pas, parce que Ouais, c'est le premier que je reçois depuis que je le nomme et que je le dis, ok. etc. Mais en vrai, alors. Voilà, j'accueille les hommes. Après, clairement, si j'avais un homme qui venait me voir, genre hyper mascu, hyper voilà dans le sexisme, je suis pas sûre que j'y arriverais. Peut-être que je lui dirais que je suis pas la bonne personne pour lui, quoi. Ouais, Mais je ouais. suis pas fermée en tout cas, tu vois. Ouais, ok. Comment, est-ce que c'est encore un truc de société patriarcale du fait que ce soit plutôt les femmes qui vont en thérapie? Bon, je pense que oui, parce que les hommes, il faut pas dire qu'on est faible, il faut pas dire qu'on est vulnérable, il faut pas avoir d'émotions. Qu'est-ce que tu fais en thérapie? Tu fais quasiment que de regarder tes émotions. Que de chialer de... Voilà. Ma pote. Chialer, être en colère, parler de ses émotions, tu vois, là, peut-être une des phrases que je dis le plus, moi, ok, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Enfin, donc quand même, aller voir tout ça pour un homme, c'est pas facile. Euh, et, euh, et ouais, je pense que pour n'importe qui, aller en thérapie, c'est pas évident. Je le vois quand même beaucoup, des gens qui ont peur, qui osent pas, qui prennent rendez-vous, puis finalement au dernier moment qui annulent parce que je pense que voilà, ça fait peur d'aller voir plein de choses et peut-être encore plus pour un homme qui est voilà moins à l'aise avec ses émotions, avec le fait de parler, Mm, avec le fait de dire les choses, etc. mm, Et pourtant, comme n'importe quelle personne, ils ont autant besoin que les autres, quoi. mm. Ouais, et en même temps, tu peux pas convaincre une personne d'aller en thérapie, quoi. Non, absolument pas. C'est bien d'elle. Comment, ouais, qu'est-ce que tu dis à une femme une mère qui est en thérapie et qui sent que bah elle fait sa part du job, on va dire, que ce serait bien que son mec fasse sa part du job aussi, mais que ça prend pas en face. Comment t'accompagnes ça? Bah déjà, je vais essayer Frustration qui en Ouais. découle. Alors, j'essaye d'accueillir des fois ma colère à moi et mon énervement, parce que ça peut arriver, hein, quand même, on va pas se mentir. Euh, Parce que, ouais, je trouve ça injuste, hein, le côté injustice et justice est assez fort pour moi. Ouais. Mais clairement, bah, mes premières questions vont être, est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce que, voilà, il peut y avoir du dialogue, etc., etc. Et je pense que je peux, j'encourage beaucoup les couples à aller en thérapie de couple aussi, pour avoir, parce que je trouve que quand t'as une... C'est ça, hein, moi, la limite, c'est que j'accompagne une personne, j'accompagne pas le couple, donc Ouais. j'accompagne pas tout le système, alors qu'en thérapie de couple, voilà, il y a des choses qui peuvent se passer. Et vraiment, il y a quelque chose, enfin, les personnes qui sont en couple, qui nous écoutent, faut pas aller en thérapie de couple quand on est au bout de sa relation, etc. C'est comme tout, c'est même peut-être encore plus en thérapie de couple de la prévention. Mm. La dernière fois, je voyais je crois que c'est une sexologue qui disait qu'ils vont avoir je sais plus, si c'était le deuxième ou le troisième enfant, et qui disait, mais moi, avant qu'on fasse ce deuxième ou troisième enfant, j'ai dit à mon mec, je veux qu'on aille en thérapie de couple pour qu'on parle, pour qu'on mette à plat tout, et pour qu'on soit sûr que quand l'enfant arrive, les trucs soient clean. Et je pense qu'il faut beaucoup faire ça. Et donc voilà, moi je pourrais dire bah, peut-être que aller en thérapie de couple, ça pourrait aider. En plus, ça veut pas forcément dire qu'on va aller faire 18 ans de thérapie, quoi. Parfois, c'est juste quelques séances Ouais. et ça peut faire énormément de bien, quoi. Ouais. Mais ça, ce truc d'y aller en préventif, je suis tout à fait d'accord avec toi, pardon, sur la thérapie de couple. Je pense que c'est vrai aussi sur la thérapie Ouais. classique, quoi. Bah oui, tu vois, Ouais, toutes les tellement personnes qui fort. viennent me voir quand elles sont déjà dans des états hyper chauds, d'anxiété, d'angoisse, de mal-être, etc. Bah, faut déjà en fait arriver à calmer les signaux d'alarme avant de pouvoir aller travailler en profondeur. Donc en fait, quand tu viens avant d'être justement au max du max, bah, Mm. c'est plus facile quand même. Ouais. Comment tu peux... qu'est-ce que tu dirais là s'il y a une maman qui nous écoute qui a du mal à justement à écouter ses besoins et à faire entendre ensuite ses besoins, parce que c'est quand même deux choses importantes et déjà connaître ses propres besoins avant de les nommer, qui a du mal justement ouais, dans son quotidien de maman à faire entendre ses besoins. Bah, je dirais qu'il y a deux thématiques à travailler. Il y a la thématique de travailler le côté sacrificiel, je me fais toujours passer après les autres. Penser à soi, c'est pas être égoïste parce qu'en fait, tu es la personne la plus importante de ta vie. Et en fait, tu vis toute ta vie avec toi-même. Donc, si t'es mal, c'est quand même un peu compliqué. Mm. Et en plus de ça, les enfants ont besoin que leurs parents aillent bien parce que des parents qui vont mal, on croit qu'ils le voient pas, les enfants, mais ils le voient. Mm. Combien j'ai de patientes qui viennent me voir pour du trauma ou parce qu'elles ont des comportements qui leur conviennent plus. Et puis quand on creuse, bah
ils ont eu un parent malade ou un parent dépressif et du coup, bah voilà, ça a créé des problèmes. Donc vraiment tout ce côté, enlever le côté sacrificiel. Hmm. Il y a vraiment un côté aussi, je trouve, où on nous a pas appris et éduqué à juste comprendre nos besoins et les exprimer. Tu vois, hier, j'avais une séance où une personne me racontait ce qu'elle disait, en l'occurrence, c'était une maman assez âgée, elle parlait de ses filles adultes, sur comment elle exprimait ses besoins, mais en fait, elle les exprimait pas. Elle disait un truc type j'arrive à la gare à 19h, et ça voulait dire j'aimerais que tu viennes me chercher, que tu me ramènes à la maison. Bah, l'autre, en fait, en face, peut pas forcément comprendre, ou même si la personne elle comprend, elle peut très vite faire comme si elle l'avait pas compris, quoi. Donc, auquel cas, on va beaucoup travailler, bah, déjà sentir en fait c'est quoi ton besoin. Ça Hmm. passe par l'émotion, hein, puisque l'émotion est une expression d'un besoin. Donc beaucoup de travail sur les émotions, de toute façon, on y revient toujours beaucoup. Et ensuite, comment l'exprimer, et notamment avec la communication non violente, tu vois, qui est un super outil, qui est pas parfait, mais qui est un super outil pour l'exprimer. Après, et clairement, si en face c'est pas du tout entendu, là, moi j'ai aussi des limites, quoi, tu Oui, oui, vois. c'est un autre sujet. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que la première étape, c'est déjà de les exprimer clairement. Ouais. On parle de communication non violente, c'est Thomas Danzambourg justement qui travaille, enfin qui fait la Mm, communication non violente, qui dit pour être, on parle beaucoup de l'éducation bienveillante avec les enfants, mm, et en fait pour être bienveillant à l'extérieur, il faut commencer à être bienveillant à l'intérieur. Donc mm. avec nous-mêmes et donc bah, accepter ses besoins, etc. Ouais, c'est intéressant. C'est drôle ce truc de nommer les besoins. Il y a vraiment un truc. Euh, un peu comme, je vais dire, d'implicite. Tu vois, je vois de temps en temps quand j'accompagne une maman qui est en couple, mais qui en fait a un quotidien comme si elle était toute seule. Souvent, moi, je viens un peu creuser, savoir ce qu'elle fait et pourquoi le conjoint, en l'occurrence, on fait pas un peu plus, Mhm. les horaires, le machin et tout. Et en fait, bien souvent, je me rends compte que bah, finalement, elle a jamais verbalisé en fait que bah ouais, elle en a marre de coucher son enfant le Ouais. soir et qu'elle aimerait que papa prenne le relais. Et tu vois, et souvent, là, je sais, enfin, je le cas il y a pas très longtemps, la maman me disait oui, mais bon, enfin, il doit bien s'en douter, quoi. Bah oui, mais ça doit bien l'arranger en fait que tu le Ouais. dises pas. Donc je trouve qu'il y a un peu le truc de remettre la responsabilité, Mm, pas du tout la faute de la maman, mais il y a un peu un partage de responsabilité parce que bah, t'es mm. dans un couple, donc t'es deux. Et donc évidemment, si une fois que c'est exprimé, c'est pas entendu, c'est autre chose. Mais commençons par exprimer ce dont on a besoin, ça va déjà. Bah ouais. Puis quand tu nommes clairement, bah c'est quand même un peu plus difficile pour l'autre de faire style ah j'ai pas vu, j'ai pas entendu quoi. En tout cas Là, là il est devant le truc. ouais, Après il ouais, peut c'est choisir ça. de fuir, mais Ouais, ouais, là on l'a posé devant le truc quoi. complètement. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Et tu vois moi un petit truc, tu vois tu me disais enfin un petit truc féministe que moi je peux dire à mes clientes, c'est une partage des tâches. Et Ouais. pour le coup, ça vient de mon mec, tu vois, qui me l'a proposé pendant des années. Et je disais, non, on va pas partager les tâches, c'est quand même un peu bizarre, Mm. etc. Et lui me disait, mais moi, tu vois, c'est un peu pareil, partager un fonctionnement ou un besoin. Il me disait, moi, si je me sens pas responsable de la tâche, je n'y pense pas. Ouais. Donc, on a fait le truc où on a regardé qui faisait quoi dans la maison, on a listé toutes les tâches qui existaient et on se les est réparties. Et sincèrement, mais ça, c'est un truc quand même un peu con à faire, mais ça m'a changé la vie. Vraiment. Et on le remet, j'en parlais pareil encore hier soir avec une copine, on le remet à jour s'il y a des changements. Elle avait déménagé, je lui dis, bah, si tu as déménagé, vous êtes dans une maison aujourd'hui, il faut clairement que vous remettiez à plat parce qu'il y a des nouvelles tâches, des trucs. Et quand on voit que nous, il y a des trucs qui fonctionnent pas, on se repose, on redit. Alors évidemment, ça peut pas être 50%, 50%, c'est pas hyper parfait, mais quand même, vraiment, ça joue quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'il y a et faire la tâche, puis il y a aussi juste, si tu sais que c'est l'autre qui le fait, t'as plus besoin d'y penser, quoi. Tu te laisses Ouais, vraiment de tout à l'espace. fait, Ouais, c'est tout à intéressant. fait. Ouais. Et de lui rappeler, parce que ça aussi c'est de la charge mentale, et de lui demander de le faire, parce que c'est pareil, demander à l'autre de faire des trucs, c'est hyper pénible d'être dans cette situation-là. Ouais, c'est clair. Intéressant. Comment, est-ce qu'aujourd'hui, donc ça fait pas très très longtemps que tu t'affiches féministe. Euh, Déjà, je me pose la question, est-ce que quand tu as passé le pas d'afficher que tu étais thérapeute féministe, il y a des gens de ton entourage que tu connais bien qui t'ont dit, sans blague, enfin, tu vois, pour qui c'était pas une surprise du tout, quoi, que tu affiches le mot. Ou je pense que c'était une surprise pour personne. Ok. Ok, Ouais. t'avais juste besoin de l'officialiser. Est-ce que tu as déjà eu des malentendus ou des... Ouais, un peu des résistances sur le fait que tu étais féministe et que
tu pouvais pas être thérapeute et féministe. Tu sais, on entend, enfin j'ai entendu encore il y a pas très longtemps que quand tu es thérapeute, t'es neutre, machin, ce qui me Mm. paraît absurde puisque tu es une personne, donc tu ne peux pas être neutre. Mais du coup, là, t'affiches le fait que tu n'es pas neutre, puisque tu es, Ouais. tu vois. Comment tu te deals avec ça? Alors, personne jamais encore est venu me voir en me disant ce que tu fais, c'est un problème. Ouais. Donc, peut-être qu'un jour ça viendra. Je pense quand même que, pareil, de plus en plus de thérapeutes se disent que la neutralité, comme tu dis, ça n'existe pas. Mm. Après, ne pas, enfin, être neutre, c'est impossible, mais après, c'est comme moi je le dis à mes clients, c'est pas parce que je suis féministe que demain je vais vous convertir ou je vais vous demander de l'aide, c'est juste que ça explique mon rapport au monde et donc mon rapport à la séance, etc. Mm. Euh, et en fait, c'est juste qu'il faut le dire pour que la personne, elle comprenne qui je suis et que d'ailleurs, si ça ne lui convient pas, elle puisse partir. Parce Mm. qu'en fait, on peut pas être l'accompagnant de tout le monde. Tu vois, ça va hyper bien matcher avec des gens, on va faire un travail de ouf parce qu'en plus, la relation est hyper importante en thérapie. Je sais pas combien de pourcentage elle fait que, entre guillemets, c'est un succès ou pas, mais je pense que c'est probablement plus de 50%. Alors, donc, si la personne, mais de toute façon, féministe ou pas féministe, moi, je le dis au premier rendez-vous, si vous ne me sentez pas, s'il n'y a pas le feeling, si vous n'avez pas envie d'être avec moi, mais partez, dites-le moi, il n'y a aucun problème parce que je peux pas accompagner tout le monde. Mm. Euh, pour répondre à ta question, on m'a jamais, on n'est jamais allé me chercher sur le sujet. Par contre, j'ai déjà des personnes qui m'ont dit, t'as pas forcément besoin de le dire, ça se sent, donc va pas forcément le revendiquer parce que ça peut quand même faire fuir des gens. Et c'est vrai, peut-être que ça peut faire fuir des gens. En même temps, si ça fait fuir des gens, bah, c'est peut-être que c'était juste pas les bonnes personnes pour que moi je les accompagne et c'est OK en fait. J'ai de la chance d'aujourd'hui être dans un moment de mon activité où j'ai plus, enfin, un client en plus ou moins, ça va pas. Enfin, tu vois, je suis pas à m'accrocher à chaque cliente, il faut absolument que je les garde, etc. Et par contre, tu vois, ce qui est très rigolo, c'est qu'au tout début où je me suis lancée, j'avais pris quelques séances avec une coach sur travailler mes valeurs, ma mission, etc. Et je me souviens plus quelle était exactement la teneur de ma mission, mais la coach, qui était une femme, mais qui avait quand même un certain âge, m'avait dit non, mais ça, c'est pas vraiment une mission pour toi, ça serait une mission si tu étais militante dans une association féministe. Et en fait, si, c'est ça ma mission, c'est moi, ma mission, c'est de changer le monde, de libérer les femmes, de l'émancipation du patriarcat, et ça passe notamment par mon taf, quoi. Complètement. Et c'est OK, mais je pense que pour peut-être des générations, je vais dire plus anciennes, c'est horrible de dire comme ça, mais qui ont été formées, on va dire, avant moi, où cette mouvance, elle n'existait pas, ça paraît un peu bizarre de mettre ça dans la thérapie, dans les séances, etc. Mais en même temps, on en revient à ce que tu disais, c'est pas possible d'être neutre. Que tu sois Mm. féministe ou pas féministe, d'ailleurs, tu t'as été éduqué d'une certaine manière, t'as un sexe, t'as un genre, t'es racisé, t'es pas racisé, t'es hétérosexuel, t'es pas Mm. hétérosexuel, donc forcément, ça teinte qui tu es. Et je pense que plus tu le dis ouvertement, moins il y a, tu sais, l'énorme éléphant au milieu de la pièce qui, en fait, tout le monde le voit, mais en fait, on fait semblant qu'il n'est pas là, quoi. C'est clair, c'est clair. Ouais, puis peut-être que ça va faire fuir des gens, mais ça peut aussi, au contraire, amener des Oui, personnes qui vont se sentir direct beaucoup plus comprises, oui, quoi. Tu vois, moi qui, là, j'ai mis en pause ma thérapie depuis quelques mois, et j'ai bien conscience qu'il y a un jour où je vais y retourner. Et pour le coup, je me dis, quand je vais y retourner, ben là, en l'occurrence, ce sera un point d'attention de oui, dans quel monde baigne cette thérapeute, quoi. Enfin, parce que je préfère une femme pour le coup. Mais donc ouais, je pense que ça peut aussi attirer des gens parce que comme tu disais, ça veut pas dire que tu es safe parce que ça voudrait dire que tu es tout déconstruit et compagnie, le ouais, choix de vie, mais ça veut quand même dire que tu as une sensibilité particulière on peut avoir des discussions un peu plus dézoomées que ouais. personnelles elles-mêmes, quoi. Et je pense à un truc, tu vois, que j'ai pas dit, c'est que moi, j'ai déjà, et je suis en train de me former encore plus à tout ce qui est violence sexiste et sexuelle, et notamment les violences sexuelles. Et là, clairement, tu peux, enfin, en fonction, enfin, pour moi, la posture que tu as en thérapie, et toi en tant que thérapeute sur ces questions, elle est mais hyper, alors elle est toujours hyper importante, mais là peut-être encore plus. Tu peux retraumatiser des gens, tu peux faire vivre des trucs horribles. Et oui, j'ai des clientes ou des patientes qui des fois me disent, oui, mais par exemple, moi j'ai vécu, je sais pas, de l'inceste ou un truc comme ça, mais comme j'étais un peu grande, je sais pas, j'avais 9 10 ans, etc., ma thérapeute m'a dit que quand même, j'aurais dû comprendre qu'il y avait un problème. Et tu vois, je veux dire, waouh, mais non, tu peux pas.
tu dois en fait, tu te dois, pour moi, c'est vraiment aussi un devoir de t'être déconstruire, de connaître les sujets pour pas aller dire des trucs comme ça, quoi. Et peut-être que voilà, le fait de dire que je suis féministe et de dire que je connais ces sujets-là, la personne peut se dire, OK, sur ces sujets-là, je me sens plus safe qu'avec quelqu'un, même si je suis jamais à l'abri de faire une connerie et de dire une connerie. Et moi, j'y fais particulièrement attention, quoi. Hmm. Ouais. C'est fou parce que ce que tu racontes là, je l'ai vécu euh, la première fois quand j'ai passé le pas enfin de me dire allez, je vais aller faire de la thérapie et tout. Première personne que je vois et je lui raconte une violence sexuelle que j'ai vécue. Et la personne dit rien pendant un petit moment, bon, me laisse vivre mon truc, c'est la première fois que je racontais et tout. Et elle me dit, mais il a peut-être pas compris ce qu'il faisait. Et là, je me suis dit à quel moment je pars de la pièce, quoi, en fait. Ouais. Et j'ai rien dit. Et je crois, heureusement pour moi, il y a eu le Covid après. Du coup, elle a proposé qu'on fasse les séances en visio. J'avais pas envie de faire de la thérapie en visio, donc ça a été le bon prétexte pour moi pour dire non, je m'en vais. Mais aujourd'hui, après coup, je me dis, mais my God, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de me dire, je vais aller trouver quelqu'un d'autre qui va me comprendre parce que cette personne Mm. n'était pas la bonne personne. Ah bah Mais ouais. c'est, enfin, ça peut tout démolir, quoi. Comme tu dis, tu crées un nouveau traumatisme sur le trauma, quoi. Enfin, Bah, en c'est. fait, tu oses dire des choses qui sont hyper difficiles. On dit, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas- que la violence sexuelle, c'est un des traumatismes les plus difficiles. Ça touche Ouais. énormément de choses. Enfin, vraiment, ça abîme dans tous les sens. Et du coup, on te dit ça alors que enfin tu oses le dire, mais bah là, c'est comme si la personne, elle fermait une porte. Ah bah oui, moi, elle Peut-être m'a. qu'il s'en est pas rendu compte, mais en fait, on s'en tape, c'est pas le problème. Oui, c'est clair. Ah Qu'est-ce oui, non, que ça vient à faire dans l'histoire? exactement. Oui, non, moi, ce jour-là, ce que j'ai entendu, c'est bah, passe à autre chose, quoi. Enfin, Ouais. tu Mais sais, moi, on m'a aussi, parce que moi aussi, j'ai vécu des violences sexuelles, et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai beaucoup de cette personnes qui viennent me voir, sensibilité. enfin, j'attire pas les gens par hasard. Et pareil, j'ai eu un truc comme ça, genre peut-être qu'il s'en est pas rendu compte, et puis peut-être faudrait le recontacter pour en reparler avec lui. Et j'étais là, ça va pas la tête, pourquoi je viens de faire ça? En fait, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça m'apportera, à part probablement qu'il va me dire, c'est pas vrai, tu inventes, etc., et que ça va juste me faire du mal. Alors oui, peut-être qu'il pourrait me dire pardon, mais je suis pas sûre que j'ai juste envie d'essayer le truc, quoi. Oui, c'est pas forcément ce dont tu as besoin, quoi. Ouais, Non. ouais, c'est. Et donc Ouais, c'est ça, c'est juste déjà se dire de toute façon, on va partir du principe qu'on croit les victimes, que ce qu'elles ont vécu, c'est légitime. Et le reste, ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est intéressant parce que la thérapeute que j'ai vue après, elle affichait sur son site qu'elle était formée à ces sujets-là. ouais, Et bah, du coup, il y a une manière où, du coup, quand tu y vas, tu sais que tu vas être bah entendu. ouais. A priori, donc, Et en plus, il y a une super formation, là, je parle là à Lyon, non, elle est dans toute la France, qui coûte 20 euros pour les professionnels de l'accompagnement, où tout un week-end, tu es formé sur les violences sexuelles. waouh, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'association SVS, Ah Stop aux ouais. violences sexuelles, et ils font ça une fois par an. Après, ils ont d'autres modules d'approfondissement qui ont des prix plus hauts. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas très difficile, tu vois, d'avoir un minimum de base sur ça. Et vu les chiffres des violences sexuelles, Oui. on a forcément des gens qu'on accompagne qui en ont vécu. Ouais, c'est clair. Ah, c'est ouais, intéressant. Trop bien. Je remettrai le lien aussi si ça en a qui s'intéresse. Je Ouais. mettrai le lien dans le descriptif du podcast. Trop bien. C'est un vaste sujet, le féminisme. Est-ce que tu as l'impression que ton féminisme a changé depuis que t'es mère? J'allais dire, il s'est vénéré dans le sens, je crois qu'il encore plus. Mais je sais pas si, parce que moi, tu vois, je suis devenue thérapeute et mère quasiment en même temps. Donc probablement, enfin, tu vois, c'est difficile de décorréler. Mais je pense que si, quand même, il a encore plus augmenté. Après, pareil, je pense qu'on en parle aussi de plus en plus dans la société, donc ça a aussi probablement joué. Mais quand même, comme on disait au début, de voir que moi, je galérais sur plein de trucs, tu vois. Je pense à quand ma fille était petite, jusqu'à ses 3 ans, je prenais mes vendredis, j'étais mes vendredis avec elle. Puis elle a commencé l'école, donc je pouvais plus avoir mes vendredis avec elle, et donc s'est posé la question du mercredi. Est-ce que le mercredi, je la garde ou pas? Mais bon, le mercredi, au cabinet, quand tu veux suivre des femmes et des enfants, c'est un bon jour. Mm. Parce que voilà, il y en a qui travaillent pas, bah, les enfants n'ont pas école et tout ça. Et j'étais mais en mode mes culpabilités de malade de ne pas garder ma fille les mercredis. Et je me souviens une fois où je demande à mon mec, mais est-ce que toi tu culpabilises? Qui me regarde et me dit, bah non, pourquoi? Et tu vois, je me dis, mais en fait, c'est tout le temps comme ça, quoi. Nous, on se pose mille questions, nous, on a tous ces fonctionnements, nous, on a toute cette charge, ce machin, ce truc, et eux, et pourtant, vraiment, je devrais pas dire j'ai de la chance, parce que c'est pas de la chance, ça devrait être la base, mais voilà, j'ai pas, j'ai un mec plutôt déconstruit et bien. T'as bien choisi. Voilà, je l'ai bien choisi. Choisissez avec qui vous faites des enfants, franchement.
Mm. Après, voilà, on les garde longtemps avec soi, même si on est séparés. Ouais. Et j'étais là, ouais, en fait, mais tout le temps sur tous les sujets, quoi. Mm. Mais ça, c'est vrai que c'est sur tous les sujets. Moi, je le vois chez nous. Il y a plein de fois, tu vois, où, par exemple, je sais pas, il y a... Ça crie dans la maison, je pète un plomb, enfin, toi, je gueule un coup, bref. Je vais ressasser après, culpabilité d'avoir crié, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu faire ci, patati, patata, c'est que je suis fatiguée. Enfin, tout est... Enfin, en gros, c'est de ma faute. Et quand j'en parle avec mon conjoint, lui, il est l'inverse. Pas dans le sens, c'est tout de la faute des enfants, mais il est plus dans le sens, mais, enfin, en fait, t'es pas toute seule. Enfin, Mm. détente, quoi, on s'en fout, passe à autre chose, quoi. Et tu sais, moi, je suis là, mais j'envie tellement cette, ouais, cette facilité avec laquelle tu vas dire, bah, peut-être qu'elle était chiante aussi, en fait, c'est pas que de ta faute. Et moi, j'arrive pas, tu vois. Ouais. Ouais, ou même, tu vois, comme je te dis, nous, on a plutôt une répartition assez égalitaire. Ouais. Mais en vrai, enfin, la charge, quand je dis la charge éducative, c'est le côté je m'informe, je Ouais. réfléchis, je machin. Ouais, c'est tout de mon côté. Donc, en fait, je pense qu'on pourrait refaire la répartition des tâches avec ça. Toi, Mais tu prends juste l'éducatif et... à un moment, faut aussi que des fois, je choisisse mes batailles pour Ouais. que j'arrive à rester dans mon couple et qu'il me quitte pas, tu vois, entre guillemets. Ouais. Parce que des fois, je pense qu'il est quand même un peu fatigué de mon militantisme, on va dire. Mais tu vois, sur plein de sujets comme ça, en fait, qui sont invisibles. Mm, mm, ouais. Comment tu transmets ton féminisme à... T'as une fille, hein? Ouais. Ouais. Comment tu transmets ton féminisme à ta fille? Elle connaît la chanson Moi, je préfère les filles, les femmes. Non, ça, c'est la petite anecdote parce qu'elle adore cette Oui. chanson parce on l'écoute. J'essaie de lui expliquer. Après, tu vois, en fait, moi, je suis vraiment, et là, j'ai de la chance parce que mon mec, il me suit vachement là-dessus, de lui expliquer les choses. Donc, elle sait déjà ce que c'est le racisme. Bon, en même temps, elle est franco-latino, enfin, latino, enfin, voilà, elle est Mm. péruvienne et française. Donc, même si ça se voit pas trop sur sa tête, moi, je pars du principe qu'un jour, elle va le vivre. Ouais. Donc, en tout cas, tous les sujets, en fait, je lui en parle assez ouvertement. Et celui-là, bah, je lui explique, en fait, je lui explique que dans la société, les femmes et les hommes, elles ont pas tout, ils sont pas toujours égaux sur certaines choses. Cette année, elle est venue avec nous à la manifestation du 8 mars. Mm. Bon, l'autre jour, elle a quand même un peu confondu, tu vois. Elle m'a dit le patriarcat, c'est bien. Je lui dis non, le patriarcat, c'est pas bien parce qu'elle croyait que la manifestation, c'était le patriarcat. Donc, Ouais. tu sens, voilà, elle a encore 5 ans, hein. Ouais. Mais sur certaines choses, elle va te dire, bah non, les filles et les garçons, c'est pareil, ils ont droit aux mêmes choses. Si je lui lis un livre et je lui dis, bah là, tu vois, le foot, est-ce que tout le monde peut faire du foot? Bah oui, pourquoi personne, enfin, pourquoi Oui, quelqu'un oui. pourrait ne pas faire du foot? Enfin, en fait, c'est lui expliquer avec la plupart du temps des mots à hauteur d'enfant qu'il n'y a pas de raison d'avoir des inégalités, etc., etc., quoi. Mm. Elle a Ouais. des livres aussi sur le sujet. Ouais. Ouais, et c'est super important, je pense qu'on se rend pas compte de tout ce qu'on transmet de manière inconsciente à nos enfants. Ouais, Et tu vois, clairement. typiquement, les livres, enfin, les livres, ça peut être merveilleux comme plein de trucs Ah oui. à ne pas lire. Il faut changer les histoires hein, quand on les Moi, lit. j'ai pas beaucoup de Walt Disney de l'ancien, de Ouais. Walt Disney en général et surtout de l'ancienne époque, j'en ai pas quoi, parce que et si, parce que c'est arrivé chez des copines à l'école, etc. qu'elle envoie, en fait, je reprends et j'explique. Ouais. En ce moment, elle fait que de me parler de la petite sirène. Voilà. Donc, la féministe à l'intérieur fait oh des pires. Ouais, Et je c'est clair. l'explique, je lui dis ok, tu l'aimes bien, mais tu vois, c'est quand même une femme à qui on a demandé de faire tel et tel sacrifice pour un homme. Je suis tout le temps en train de lui dire, tu sais, faut pas changer qui on est pour les hommes. L'important, c'est pas d'avoir des garçons, des machins. Enfin, et en effet, c'est tout, c'est aussi lui dire tout le temps, tu pourras avoir un amoureux ou une amoureuse. Enfin, sur tous ces sujets-là, c'est en parler, Ouais. en fait, et rendre le truc normal et simple, parce qu'en fait, souvent, c'est plus nous qui nous prenons la tête, qui avons peur de parler de certains sujets, Ouais, c'est clair. alors qu'en fait, eux, bah, ils trouvent ça normal. Mm. Mais tu vois. C'est aussi, enfin, c'est ma meilleure amie, la dernière fois, qui me disait un truc que j'ai trouvé super intéressant. Parce que justement, je lui disais, je voudrais pas non plus qu'elle déteste les hommes, qu'elle devienne, j'en sais rien, misante, parce que moi, je suis un peu vénère parfois quand même, Mm. quand j'ai passé la journée au cabinet à entendre parler de femmes qui vivent des trucs vraiment pas cool. Ouais, je dirais pas que je suis misandre, mais je pourrais pas en être loin. Et je voudrais pas non plus transmettre ça, qu'elle aime pas les hommes, parce que des fois, elle dit, hein, je préfère les filles, des trucs comme ça. Mm. Et je lui disais, en fait, elle a surtout des copines, pas beaucoup de copains. Et voilà, elle me dit des choses comme ça. Et ma meilleure amie m'a dit, mais en fait, Émilie, elle le vit aussi, elle, quand dans la cour de récré, les garçons, ils l'embêtent. Parce que c'est vrai qu'elle me dit souvent, les garçons, ils sont embêtants, ils font des bêtises, ils nous embêtent, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mais en fait, elle le vit et elle le voit déjà. En fait, c'est pas non plus que toi qui as une influence, c'est aussi qu'elle Ouais, est déjà en train de vivre des trucs comme ça. ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, ça m'enlève un peu de culpabilité, de responsabilité. Ouais, c'est clair. Oui, et puis,
ton conjoint a l'air d'être un papa investi, donc elle a quand même aussi une figure Oui. masculine. Alors même si elle fait, je veux dire, elle fait pas forcément le lien entre ses copains de son âge, les garçons de Mm. son âge, et papa est aussi un garçon. Enfin, tu vois, c'est Ouais, encore deux trucs différents, mais elle a finalement quand même une figure masculine, au moins une, qui est de confiance, safe et que vous aimez. Donc clairement. ouais, ça contrebalance aussi, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est hyper. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est marrant, c'est encore une question que je me pose. Il y a plein de fois où je me dis, ah là là, je suis en train de lui transmettre mes trucs. Tu vois, j'insiste beaucoup à la maison sur le consentement. Ça vient pas de nulle part, hein. Sur le consentement, sur voilà, t'es une fille, tu peux faire, enfin, tout le monde peut faire tout, etc. Et parfois, je me dis, ah là là, mais à quel point je lui impose un peu mes trucs. Puis tu sais, après, j'ai l'autre voix qui dit, ouais, enfin, en même temps, la société lui impose tout l'inverse. Donc, autant Mm. balancer, quoi. Mais c'est pas toujours comme ça, va un peu, malheureusement, encore un peu à contre-courant. C'est quand même pas non plus la norme, Mm. Clairement. ces discussions-là avec ses enfants. Je trouve que parfois, enfin, moi, j'ai déjà eu des réflexions en disant, laisse fou la paix, quoi. Mm. Mais bon, en fait, non. Bah, moi, je suis un peu comme toi, le consentement, toutes ces choses-là, pour moi, c'est plus des clés que je lui donne pour ensuite comprendre le monde. Par exemple, tout ce qui est consentement, ça va pas la protéger. Mais Non. par contre, si ça, alors ça peut, mais surtout, c'est si ça arrive, elle saura que c'est pas de sa faute, elle pourra en parler. Donc, tu Ouais. vois, pour moi, c'est plus des clés de prévention. Après, comme tout parent, t'essayes, je crois, de transmettre des valeurs, des choses importantes pour toi à tes enfants. Après, si tu regardes nous, on a bien réussi à peut-être certaines des valeurs ou des choses qui nous ont été inculquées à s'en défaire. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et puis, c'était une de mes formatrices qui m'avait dit, de toute façon, on va forcément donner des traumas à nos enfants. Alors, évidemment, on essaye de leur donner les plus petits traumas possibles et on va pas les maltraiter, etc. Mais il y a forcément un moment où peut-être ils iront en thérapie pour parler de nous. Bon, Ouais. bah, faut être assez OK avec ça et on essaye de faire du mieux qu'on peut. Et puis, bah, si un jour ils viennent nous reprocher les trucs, faudra aussi ça fera mal, Ouais. mais qu'on soit ouvert à dire, bah ouais, c'est vrai, je suis désolée, j'ai essayé Ouais, de c'est faire de clair. mon mieux, je pensais que c'était bien à l'époque, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est rude, hein. Mais c'est encore, je sais pas, tu vois, ça, je le relie vachement au côté un peu perfectionniste. Alors, il y a le perfectionnisme en lui-même, mais aussi tu dois être une mère parfaite. Justement, de faire en sorte de pas trop filer de trauma à nos enfants. Et combien de fois, moi, je fais un truc et je me dis, oh purée, j'espère que ça va pas trop l'impacter et tout. Et en fait, après, je me dis, non, mais on se détend, enfin. De ouf, ça c'est un truc que je reprends hyper souvent en séance de peut-être, tu vois, je l'ai laissé pleurer une Ouais, fois voilà. ou j'ai fait le truc une fois, qu'est-ce que ça va pouvoir faire à mon enfant? Et je reprends en disant, ok, on se calme, on respire. Parce qu'en fait, oui, c'est vrai qu'il y a certains comportements qui sont mauvais pour les enfants. On nous le dit aujourd'hui, il y a les neurosciences, il y a tous ces trucs-là. Et moi, je suis pour tout ce qu'on appelle l'éducation positive, bienveillante et Mm. compagnie. Mais enfin, pour qu'il y ait traumatisme, il va falloir potentiellement de la répétition, de la fréquence, de la durée, etc. Et c'est pas parce que votre enfant, il a pleuré une fois 2 minutes, qu'il va être traumatisé à vie, quoi. Ça Ouais. va. Parce que voilà, on rejoint quand même ce truc de l'hyper-responsabilisation des parents Mm. et particulièrement des mères quand même. Et à un moment, mais c'est impossible. Ah bah, on C'est devient fou, hein. impossible de ne jamais élever la voix ou crier. C'est impossible de jamais, enfin, d'être tout le temps parfaite. Mais aussi, ce qui change, c'est après, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu continues dans le truc? Est-ce que tu vas t'excuser? Est-ce que tu expliques? Est-ce que tu essayes de changer? Enfin, il y a l'attention qui est derrière, Ouais, quoi. c'est vrai. Ouais, tout à fait, t'as raison. Parler encore, parler, parler, parler. Ouais, communiquer, expliquer. Et tu vois, on n'en a pas abordé le sujet, mais la place des enfants dans notre société, elle est quand même très particulière. Enfin, ils sont dominés aussi, ils ont des discriminations, ils sont opprimés, etc. Et parce que c'est facile pour un adulte d'aller dominer un enfant. Déjà, physiquement, c'est faisable, et puis voilà, quand même psychiquement et mentalement. Et du coup, c'est simplement enfin, remettre les choses à leur bon ordre. Oui, je suis un adulte. Oui, j'ai le pouvoir d'opprimer et j'ai du pouvoir sur l'enfant, mais en fait, j'ai aussi le choix de me mettre à sa hauteur et de dire, bah ouais, j'ai fait une connerie, là, je me suis mal comportée et ça n'a pas été bien, et comme on le ferait avec n'importe quelle autre personne, quoi. Mm. Et c'est pas pour ça que ton enfant va plus te respecter, n'aura plus de limites et va faire n'importe quoi. Ouais, au contraire, d'ailleurs, je trouve que quand tu viens derrière t'excuser, expliquer, ça apaise tout de suite la relation, quoi. Comment, juste rapidement sur la société n'est pas du tout faite pour les enfants. Il y a eu, il y a pas très longtemps, un sujet sur indiquer les lieux qui accueillent les enfants, genre les lieux publics, type les restos ou autres. Tu penses quoi de ça? Même si je sais, hein, Tu c'est veux dire juste. des endroits sans enfants?
Ouais, bah alors là, c'était l'inverse. Ils proposaient d'avoir des stickers, lieux qui accueillent les enfants. Sous-entendu, nous, on est kid-friendly, Ouais. les autres, nous. Bah moi j'ai envie de dire si on faisait la même chose avec une personne racisée, noire, une femme, une personne âgée, une personne handicapée, etc. Tout le monde crierait au scandale, à la discrimination, etc. Sauf que là, comme on parle d'enfants qui peuvent pas vraiment se révolter, dire qu'ils sont pas d'accord, etc. On se permet de le faire. Mm. Et ça me rend fou parce que, enfin, en plus, on est dans quand même une société où notre président nous a dit il faut faire des enfants, le réarmement démographique, mais rien n'est fait et n'est prévu C'est pour ça. les enfants. Il suffit de voyager un peu et de voir comment c'est dans d'autres pays. Enfin, moi, j'ai ma belle famille aux États-Unis, donc on y va assez souvent. On peut reprocher plein de trucs aux Américains, mais ils sont hyper kid-friendly, c'est hyper Mm. simple. Et tout est hyper simple avec des enfants et c'est pareil, on sait dans plein d'autres pays. Ouais. Et nous, mais t'as un enfant et il a un comportement d'enfant, parce qu'en fait, c'est pas des mini-adultes, c'est des enfants, et tout de suite, on te regarde de travers, et c'est compliqué. Et pareil, encore une fois, même moi qui suis déconstruite, je vois encore que certains comportements de ma fille qu'elle a dans l'espace public Ouais. me gênent, mais pas parce que son comportement me gêne, mais parce que j'ai peur du regard des autres et de ce qu'on va penser, de ce qu'on pourrait dire, et machin, et truc, quoi. Ouais. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Alors qu'il y a plein d'adultes qui ont un comportement complètement Mais oui, dingue aussi dans l'espace public. Enfin, je pense, tu vois, au train où tu reproches à un enfant qui fait trop de bruit et combien d'adultes sont au téléphone au milieu du wagon et qui n'en ont rien à mais foutre. oui. Voilà, c'est pareil. Les Ouais. personnes qui prennent toute la place sur le trottoir et limite te donnent un méga coup d'épaule quand tu passes parce qu'elles se poussent pas. Enfin, tous ces Ouais. trucs-là où c'est complètement dingue, quoi. Mm. On a des raisons d'être en colère. On va y revenir, ça va être le sous-titre de cet épisode. Exactement. Comment ne pas être en colère? Et puis en plus, je sais pas, moi, dès que j'ouvre les nouvelles, j'ai une raison en plus de l'être. Donc, Ouais, c'est clair. Ah, c'est c'est quand dur. même compliqué, quoi. C'est dur. Comment tu te décharges de ta colère? Je fais beaucoup de sport. Je fais du RPM pour ceux qui connaissent. Là, c'est le vélo dans le noir avec la musique à fond et tu pédales très très vite. On m'aurait dit il y a quelques temps que je faisais ça, j'aurais fait non, mais c'est pas du tout pour moi. Et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Mm. J'ai aussi quand même des super copines et un mec à qui je peux en parler. Euh, je fais de la sophro Ouais. ou de la méditation et j'écris beaucoup. J'écris énormément pour que ça sorte, pour que je le pose. Il y a aussi des trucs que je peux pas forcément débriefer, voilà, avec mon Mm. entourage, etc. Donc j'essaie de faire tout ça. Enfin, moi, je suis convaincue, on parle de la colère, mais d'autres aussi émotions que quand tu es thérapeute, enfin, il faut absolument prendre soin de soi énormément parce qu'on est son propre outil, que quand même, surtout moi qui travaille sur le traumatisme, je trouve que je prends plus cher que quand j'étais entre guillemets juste sophrologue, tu vois, parce que j'entends vraiment des trucs des fois durs, compliqués, qui vont toucher des trucs profonds. Donc faut avoir des espaces où je peux justement aller Ouais, exprimer ouais. ça. Ouais, c'est Et clair. puis, je me suis inscrite à un stage d'autodéfense féministe là à la fin de l'année. Ok. Parce que je sens que comme je suis en colère parfois dans d'autres trucs, tu vois, juste dans la rue, ça peut se ressentir. Avant, j'étais plutôt à me laisser trop faire. Et maintenant, je suis plus à me rebeller, mais pas forcément sous la bonne forme. Donc, je me dis que ça va me permettre à la fois pour moi de mieux vivre les trucs, et puis aussi de pouvoir en parler avec mes clientes, quoi. Ouais. Ah, c'est chouette comme stage. Ok. Mhm. Très Ouais, bien. c'est pas que de la défense physique, tu Ouais, vois, ouais. c'est de la défense émotionnelle, Mm. verbale, choisir d'y aller, de pas y aller, de se protéger, tout ça. Intéressant. Ok. Trop bien. Merci pour tous ces partages et ouais, ton point de vue de thérapeute. Je trouve ça hyper intéressant. Je vais te poser une dernière question à laquelle tu avais déjà répondu, mais tu Ok. vas re-répondre. Quand est-ce que tu étais fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Ben, je dirais hier, parce que j'avais une séance que j'appréhendais. Je suis quelqu'un qui quand même me met la pression et doute de moi encore dans mon métier pas mal. Et j'ai appréhendé la séance. Est-ce que je vais être assez bonne? Est-ce que je vais bien le faire? Nanani, nanana. Et en fait, avant, j'ai pris le temps, ce qui n'est pas toujours le cas. J'ai pris le temps de voilà réfléchir, respirer, accueillir mon émotion, écrire. Donc déjà, ça m'a vachement apaisée. Et en fait, ma séance était super. Et en plus, la personne à la fin m'a dit, ouais, ça fait du bien d'approfondir tel sujet, c'est cool, etc. Et donc après la séance, je me suis dit, ouais, ok, c'est cool, je suis fière de moi et ça fait du bien. Trop bien. Merci beaucoup d'accompagner toutes ces femmes sur ce chemin, c'est hyper important. Je remets dans le descriptif de l'épisode les livres dont tu as parlé, l'assaut, les amis, Ouais. par le nom, pour ceux et celles que ça intéresse. Et puis, Émilie reçoit à Lyon dans son cabinet, pour celles qui sont dans le coin.
Ouais, à Villeurbanne exactement, et puis un peu de visio aussi, j'en fais. Ok, trop bien. Et Bah, je puis, remettrai le lien. ouais. Pour conclure, juste peut-être dire, voilà, tout ce que je dis, ça n'engage que moi après, parce que je pense qu'il y a des milliers de façons d'être thérapeute féministe. En tout cas, moi, c'est ma compréhension et ma manière de faire à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Ouais, mais c'est Et trop merci intéressant. beaucoup de m'avoir donné la parole sur ces sujets qui sont passionnants et hyper importants. Avec grand plaisir. Et après cet épisode, n'hésitez pas à aller mettre de la musique et vous shaker un peu pour enlever toute cette colère que vous avez ressentie. C'est clair, c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. À très Merci vite. à toi. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.